Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Allo Radio Imo, bienvenue sur Radio Imo. Vous le savez, Allo Radio Imo, c'est chaque vendredi, 2 intervenants, 2 experts en plateau pour répondre à vos questions. On est sur les réseaux, donc allez-y, suivez-nous, Radio Imo sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. On répond à vos questions et justement, aujourd'hui, gros sujet, puisque nous allons parler du DPE. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur ce fameux diagnostic de performance énergétique, ce nouveau DPE. Pour y répondre en plateau, j'ai à ma droite Loïs Bourdic. Bonjour. Bonjour. Directeur France et Benelux de Priceable. Vous allez dans quelques instants nous présenter Priceable. Et puis à ma gauche, Arnaud Accard, président d'Imo Direct. Bonjour. Pareil, alors on va ouvrir votre micro et puis dans quelques instants, vous allez nous représenter Imo Direct. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Priceable, qu'est-ce que Priceable ? Que faites-vous ? C'est du B2B. Que fait-on exactement ? On fait du B2B, ça commence bien. On est une société spécialisée dans les solutions d'estimation et d'analyse immobilière. Plus concrètement, on développe des solutions d'estimation pour les professionnels de l'immobilier, que ce soit des banques, des agents immobiliers, des institutionnels, qui leur permettent soit de mieux conseiller leurs clients, soit de prendre les bonnes décisions en matière immobilière. Et donc pour ça, pour utiliser 2 gros mots, on a énormément de data et de big data et d'IA pour... donc intelligence artificielle, pour nos éditeurs. J'avais prévenu pour les gros mots. Pour développer nos algorithmes d'estimation. Et donc on est présent dans une dizaine de pays, un peu plus de 200 collaborateurs. Et un focus vraiment B2B pour les professionnels de l'immobilier. Le siège international se trouve où ? Alors le siège est à Zurich. Et on a un gros bureau parisien qui est à littéralement 30 mètres d'ici. Ouais, c'est marrant. Et puis alors Arnaud Accard, Imo Direct, qui pourrait être un de vos clients, peut-être un futur client. Possiblement, voilà. on en discutait juste à l'instant. Et ben voilà. Alors Arnaud, présentez-nous Imo Direct ou représentez-nous pour ceux qui viennent de découvrir. Imo Direct est une agence immobilière. On est spécialisé en location et gestion locative sur l'ensemble du territoire national. On a 2 particularités. La première, c'est qu'on a digitalisé tout le processus de ces 2 métiers qui sont la location et la gestion, mais avec un réseau national d'IMO agents, on les appelle comme ça. C'est un réseau de mandataires qui nous appartient et qui nous permet d'aller réaliser des visites sur l'ensemble du territoire national. Et puis l'autre particularité, c'est notre modèle de pricing, puisqu'on a décidé de faire un forfait de gestion. Contrairement à tous nos confrères qui pratiquent des pourcentages, nous, on a décidé que le revenu de nos clients n'avait rien à voir avec notre métier. Parce que normalement, c'est un pourcentage du loyer qui est perçu. Qui est perçu, mais moi, j'ai pas plus de travail sur un loyer à 2 000 € qu'à 500 €, donc j'ai décidé de ne pas le facturer 4 fois plus cher. D'accord, donc c'est le même pourcentage pour tout le monde. C'est le même pourcentage. Enfin, c'est le même abonnement, du coup. C'est exactement, 29,90 € par mois, sans engagement. Je viens des télécoms, vous comprendrez. Eh ben, je vais venir chez vous, tiens. Voilà. Bon, alors messieurs, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler du DPE parce que beaucoup de questions sur les prix, sur ce qui se passe pour les propriétaires bailleurs, les répercussions que ça a. Alors, première question, peut-être pour vous, Loïs, quelle est la répartition ? Donc vous avez sorti une étude déjà. Quelle est cette étude ? On constate donc la répartition des DPE. Alors, on a sorti une grosse étude en France, mais aussi au niveau européen, sur l'impact des scores énergétiques de façon générale en Europe, et donc plus spécifiquement du DPE en France. Donc, le sujet de cette étude, c'est vraiment de comprendre la part de chaque type de DPE sur le territoire et de mieux comprendre l'impact que ça peut avoir sur les prix des maisons et sur le prix des appartements. Oui. Et alors, première question, du coup, là, au niveau de la répartition, donc déjà prix appartement et prix maison. Alors, on a des répartitions de DPE. Donc, si on regarde par exemple la proportion de A, B, C, D, E, F, G sur les maisons, on a des proportions qui sont assez similaires entre, si on prend l'échelle nationale, entre les appartements et les maisons. On a de l'ordre de entre 10 et 15% de passoires thermiques. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a de très grandes disparités entre les régions. Et on va ressortir une étude sur ce sujet-là prochainement. Mais pour prendre l'exemple de Paris, par exemple, on n'est pas à 15% de passoires thermiques, on est à plus de 25% de passoires thermiques sur le marché parisien.
Ça, c'est quoi? C'est les appartements, les immeubles anciens, c'est ça? C'est un parc historique ancien, en fait, où c'est de l'haussmanien des années 1900, voire même des années 70 aussi. Les années 70 sont pas non plus terribles avant d'être rénovés. Donc là, on a vraiment une prédominance quasiment. Je regarde mes notes, plus de 50% sont E, F ou G sur le marché parisien dans ce qui arrive à la vente. Donc c'est les pires notes, G. Alors G, c'est le pire, et ce sont les appartements qui vont commencer à être d'abord l'indexation des loyers n'est plus autorisée et à partir de 2025, si je ne dis pas de bêtises, ça rentrera dans les caractères d'essence du logement, donc et potentielle interdiction à la location. Donc les G et les F sont les premiers en ligne de mire en termes notamment sur le marché de la location. Alors Arnaud, vous, qu'en est-il des propriétaires que vous accompagnez, donc qui louent leur logement? Déjà, est-ce qu'ils ont tous fait des DPE pour ceux qui ont déjà des locataires en cours? Est-ce qu'il y en a parce qu'on doit le faire quand le locataire sort, mais quand il y a des locataires qui sont déjà en cours, est-ce que déjà ils font un DPE? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont conscience du DPE? Est-ce qu'ils connaissent déjà l'existence du DPE? Alors la conscience, oui, elle commence vraiment à être partagée par tout le monde. C'est même 2023 pour certains G, donc c'est demain, c'est dans 2 mois. Voilà, donc oui, tous les propriétaires sont conscients. Quand vous avez un locataire en place, on ne va pas le mettre dehors, donc il n'y a pas obligation de refaire un DPE si le bail est renouvelé de manière automatique. Donc quand il est renouvelé, par exemple, si c'est un bail d'1 an et ça se renouvelle tacitement, il n'y a pas besoin de faire un DPE? Non, il n'y a pas besoin de faire un DPE et ça ne rentrera pas tant que le locataire reste en place. On a bien étudié les textes et pour l'instant, on peut heureusement laisser le locataire à l'intérieur de son logement. Sinon, vous imaginez ça serait une catastrophe. Les catastrophes. Donc oui, il y a une vraie prise de conscience, mais qui est quand même encore progressive. Et c'est sûr que je pense que tout le parc qui se trouve en agence, forcément, nous, on accompagne nos clients sur ces problématiques. Mais quand on est en autogestion, et c'est le gros du marché aujourd'hui, puisque 60-65% des propriétaires font tout seuls. Et là, s'ils n'anticipent pas, s'ils ne prennent pas un certain nombre de mesures, ils risquent de se retrouver bloqués très rapidement. Quand vous parliez tout à l'heure du 1er janvier 2023, je précise que c'est l'interdiction de louer pour les G. C'est ça, c'est la première étape du calendrier. Pour les G au-dessus de 450. Et ceux-là n'ont déjà plus le droit d'augmenter leur loyer. Alors, tout ce qui est F et G, on n'a plus le droit d'augmenter les loyers tous les ans selon l'indice IRL. Donc ça, c'est figé. Et pour entre 2 locataires, pareil, on n'a plus le droit d'augmenter le loyer. Alors, là... Et on n'a plus le droit aussi de mettre des compléments de loyer. Donc là, je rebondis sur ce que disait Loïs, c'est que à Paris, il y a souvent des compléments de loyer qui régulièrement sont justifiés. Certains peuvent ne pas être justifiés, mais vous savez qu'à Paris, les loyers sont plafonnés et que le moyen de déplafonner, c'est de mettre un complément. Parce donc, que vue sur la Tour Eiffel, petit Exactement. balcon. Si vous êtes F ou G, aujourd'hui, vous n'avez plus le droit au complément de loyer. Donc là... C'est problématique pour les investisseurs en tout cas, parce que les propriétaires bailleurs souvent sont des investisseurs et ont même un crédit derrière, faut le préciser quand même. Bien sûr. Et comptent sur ce complément de loyer pour ils ont acheté à un prix au mètre carré en fonction d'une vue Tour Eiffel, donc c'est pas la même chose. Donc oui, il y a des problèmes. Loïs, du coup, concernant cette étude, est-ce que la part des passoires thermiques qui arrivent sur le marché augmente? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? C'est ce qui se dit en tout cas, on a l'impression. C'est ce qu'on entend. C'est ce qui se dit, c'est ce qu'on voit sur les données très clairement, et notamment, désolé d'être un peu parisio-centré, je serai on pas fera sur les un peu d'autres villes tout à l'heure, mais sur ce qui est assez flagrant, c'est sur le marché parisien. Là, on a globalement, au premier trimestre 2021, on était de l'ordre entre 10 et 15% de passoires thermiques, donc F et G sur le marché parisien. Là, sur les derniers trimestres, donc là, je regarde les annonces qui arrivent à la vente, on est plus proche de 20-25% sur les arrondissements parisiens. On a même le 5e et le 6e arrondissement où on est à plus de 30%. Des appartements qui arrivent sur le marché à la vente qui sont des passoires thermiques. Et alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les propriétaires qui se disent j'ai une passoire thermique, je veux m'en débarrasser? Alors ça, c'est ce qu'on a entendu aussi comme petite... C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend exactement. Et là-dessus, je me garderais bien d'arriver à cette conclusion. Alors, déjà parce qu'on ne le voit pas dans les données. On n'a pas la possibilité de traquer des biens, de se dire celui-là, il est en location. En fait, il a été sorti. Le propriétaire s'est dit c'est une passoire thermique, je ne vais pas pouvoir l'indexer, je le revends.
À mon sens, donc on n'a pas de signal et de raison dans les données pour Il n'y a rien qui le prouve en tout cas. Il n'y a rien qui le prouve. Je pense que c'est beaucoup plus à aller chercher sur la nouvelle méthodologie du DPE. Vous savez qu'on est passé en juillet 2021 d'une méthodologie basée en partie sur les factures, donc avec qui incorporait le comportement de l'occupant. D'ailleurs, il est controversé. Le mode de calcul est controversé, voilà, parce qu'il n'est pas. Mais on est passé dans tous les cas sur un nouveau DPE. Enfin, on a standardisé ce qui s'appelle le 3CL, qui ne tient pas compte du comportement, est-ce que j'allume ou pas le chauffage de l'occupant, et qui est beaucoup plus strict, même s'il y a encore des trous dans la raquette en termes de méthodologie. Mais à mon sens, c'est plutôt ça qui fait monter le nombre de DPE F et G sur le marché parisien, parce qu'en fait, structurellement, le parc parisien, il est il n'est pas efficace. Mais bien sûr. Alors, Arnaud, justement, peut-être que là, vous allez pouvoir nous aider à y voir plus clair. Vous qui êtes en lien direct avec les propriétaires bailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont décidé de vendre après avoir fait un DPE ? Est-ce qu'il y en a qui se disent tant pis, je vais me débarrasser de ce bien, ça va pas être assez rentable, donc je le vends. Oui, bien sûr, on a ces comportements. Après, c'est pas parce qu'on dit je le vends qu'on arrive à le vendre. Voilà, donc ça c'est un premier sujet. Donc il faut savoir que celui qui veut vendre, il va le vendre à la casse, comme on dit, parce que forcément. Mais c'est une grosse casse ou pas ? Les chiffres qu'on a, c'est entre 20 et 30 000 euros par appartement pour rénover. Voilà, ça c'est une moyenne. Donc oui, par rapport à un prix moyen d'appartement, c'est quand même une grosse casse, sachant que celui qui va acheter, en plus, excusez-moi, les banques en plus ne prêtent plus pour acheter des G, ou prêtent très peu. Déjà, ils prêtent de moins en moins, mais alors encore moins quand c'est une étiquette G ou F. Et les banques demandent ça, l'étiquette du logement ? Bien sûr. La plupart des banques maintenant le demandent. Et donc, il va y avoir des professionnels, des marchands de biens qui vont aller acheter ces appartements, entre guillemets, à la casse. Et là, eux auront la capacité d'investir pour les acheter et donc les rénover et les remettre sur le marché derrière. Alors, si on parle, écologie, c'est une bonne chose, mais c'est sûr que pour le propriétaire bailleur qui se dit, moi je vais me débarrasser de mon appartement G, s'il l'a acheté il y a quelques années, qu'il a encore un crédit, etc., il risque de perdre de l'argent. Donc, nous, on les invite à plutôt imaginer des solutions de rénovation et bien sûr de garder leurs investissements. Donc vous, c'est ce que vous préconisez en tout cas. C'est ce qu'on préconise. Il y a des tas de petites astuces à faire déjà immédiatement pour éviter tout simplement la plupart des appartements en copropriété. Le propriétaire tout seul n'est pas capable d'aller changer sa note parce que ça peut être dépendant par exemple de la chaudière de l'immeuble ou autre. Et donc c'est dépendant des parties communes. Et donc c'est dépendant d'une décision d'assemblée des copropriétaires. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire à son assemblée des copropriétaires pour dire moi je veux faire évoluer la note de mon appartement et donc je veux que ça soit inscrit à l'AG. Si c'est voté, tant mieux, ça ira dans le sens du progrès. Et par contre, si c'est pas voté, le propriétaire va être dédouané au moins un certain temps de ses interdictions de louer parce que lui aura fait la démarche nécessaire pour. Il montre une bonne volonté. Exactement. Voilà. Donc ça c'est une première étape et puis après c'est d'aller chercher des artisans, pas forcément utiliser la prime rénov. Alors justement, on en a beaucoup parlé de ma prime rénov, c'est un succès. C'est pas forcément la meilleure solution pour vous, Arnaud ? Non, c'est pas la meilleure solution puisque en fait le gros problème de la prime rénov, c'est qu'on est obligé de passer par des artisans labellisés RGE. Et donc comme il y en a peu et qu'il y a beaucoup de demandes, ça crée une tension sur les prix de ces artisans. Ils sont chers. Ils sont très chers et il faut vraiment faire les calculs. Et nous, on constate, à 80-90% du temps, finalement, ça coûte moins cher d'aller prendre des artisans, des bons artisans, bien sûr, mais qui n'ont pas forcément cette étiquette RGE, cette labellisation RGE, pardon, et donc faire ces travaux, bien sûr, en allant dans le sens de l'augmentation de l'étiquette DPE. Et c'est vrai que des bons artisans pas labellisés, il y en a, heureusement. Et donc, tout ça pour dire qu'à la fin, ils n'auront peut-être pas la prime rénov, mais comme ils auront payé leur facture beaucoup moins cher, ils ne seront peut-être pas perdants. Oui. Alors, Loïs, est-ce qu'on voit, là on parlait des prix, donc des biens que l'on vend, des passoires thermiques que l'on vend, Arnaud nous disait 30 000 euros peut-être en moins. Est-ce qu'il y a un impact ? Est-ce que vous, dans vos études en tout cas, vous constatez un impact du DPE sur le prix de ces logements mis en vente ?
Alors ça a été justement le gros de notre étude et on a beaucoup travaillé du côté de nos équipes de data science pour justement isoler, et c'est très compliqué en termes data science d'isoler l'impact du DPE parce que le DPE il va être corrélé avec la construction, il va être corrélé avec énormément de choses. Donc on a fait un gros boulot là-dessus pour justement isoler, toutes choses égales par ailleurs, l'impact du DPE et le fait, vous prenez le même appartement, vous voulez appliquer un F ou vous voulez appliquer un B, quelle est la décote qu'il va y avoir. Donc la grosse conclusion et la grosse leçon qu'on a tirée de cet exercice, c'est que globalement, on a deux phénomènes qui sont radicalement différents. D'un côté les maisons, de l'autre côté les appartements. J'imagine que les maisons sont plus impactées. Les maisons sont beaucoup plus impactées sans surprise. Et les appartements, par contre, ça reste maintenu. Donc globalement, sur les appartements, on a un peloton qui évolue entre 3 à 7% de décote sur le prix au mètre carré, sur ces appartements. Bon, à Paris, ça reste... Et alors, surprise à Paris, 0. D'accord, c'est-à-dire que aucun impact sur Paris. On n'a détecté absolument aucun impact, donc encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, du DPE sur le prix de vente des appartements. Donc Paris reste Paris. Donc Paris reste Paris. Pour les investisseurs. C'est assez relié, à mon sens, à ce qu'on s'est dit juste avant sur la typologie du parc parisien. En fait, on a 25% de passeurs thermiques et plus de 50% de EFG. Donc en fait, quand on achète à Paris, on est sûr qu'on n'a pas le choix. Ou alors, il faut partir sur des appartements qui sont modernes, mais c'est moins joli. Voilà. Donc le charme de l'ancien se paye au prix du DPE. Donc là, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on va suivre de très très près. Mais pour l'instant, aucun signal sur le prix, de décote sur le prix des appartements sur le marché parisien. Juste, alors pour expliquer à nos auditeurs, pourquoi il y a un plus gros impact sur les maisons que sur les appartements ? Alors, les maisons, en effet, il y a un beaucoup plus gros impact qui est de l'ordre de entre 10 et 15% donc pareil, en fonction des villes, on pourra y revenir. Ce qui est non négligeable, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure. Ce qui peut être énorme, 15% sur une maison à 200, 300 ou 400 000 euros, ça peut être absolument phénoménal. Et on est parfois même au-delà des coûts de rénovation. Ouais. Alors pourquoi une maison, ça va être... Encore une fois, on a une analyse dans les datas. Après, il s'agit d'interpréter et d'expliquer le résultat. Là-dessus, une des explications très claires, c'est que déjà, les maisons sont plus compliquées à rénover. Plus de surface, vous avez 4 murs, plus le toit qui sont exposés. Mais surtout, vous êtes sur des typologies de biens qui sont beaucoup plus grands. Donc, si vous prenez une maison classée C ou autour de 100 kWh du mètre carré, versus un appartement classé F à 300 kWh, mais la maison elle va faire globalement 150 mètres carrés, l'appartement il va faire 60. Donc en fait pour les deux, l'appartement il a beau être F, vous payez à peu près la même facture d'énergie. Par contre, si vous avez une maison passeur thermique, vous faites x3 et en fait vous allez payer une facture 3 fois plus importante. Et il semble se dessiner que ce qui a vraiment un impact, c'est que les gens au moment de faire leur acquisition, se disent ils font l'addition des notes d'énergie qui en plus sont en train de monter, de gaz ou de fuel qu'ils vont avoir, et en fait ça revient rapidement à un demi voire un loyer complet quand on achète une maison en prix d'énergie. Et c'est ça qui, à mon sens, explique le fait qu'on ait de telles décotes sur les maisons. C'est vrai que la crise énergétique, elle n'aide pas, elle tombe au pire moment, c'est en termes de timing, on ne pouvait pas faire pire. DPE plus crise énergétique, c'est vrai que les propriétaires et puis les futurs acquéreurs forcément sortent leur calculette. Est-ce que vous constatez, Arnaud, qu'il y a plus de maisons vendues en termes de passoires thermiques que d'appartements ? Alors Bérénice, moi je ne vais pas trop pouvoir vous répondre sur cette question parce que je suis vraiment pas dans la transaction. Mais les propriétaires que vous accompagnez, en tout cas à la location. Alors à la location, c'est vrai que nous, notre parc, il est quand même essentiellement composé d'appartements. Ouais, on doit avoir 10% de maisons, donc c'est pas significatif en fait pour vous répondre. Non, moi je rebondis quand même sur les passoires thermiques à Paris. J'aimerais bien savoir, il y a peut-être pas d'impact sur le prix, mais je pense qu'il y a un impact sur les flux. C'est-à-dire que c'est plus difficile de les vendre et il y a beaucoup moins d'acheteurs et beaucoup moins de prêts, etc. Donc peut-être que les prix bougent pas, mais vous gardez quand même votre appartement sur les bras. C'est exactement ce qu'on voit, pas seulement sur le marché des passoires thermiques, mais partout. En fait, à Paris, les prix se stabilisent, mais en fait, les délais d'écoulement s'allongent. Les prêts sont bloqués. Donc en fait, le marché parisien, là, il est accroché à on ne sait quoi. Et tout le monde, que ce soit côté agent, que ce soit côté particulier,
Ouais. Tout le monde attend que... Après, il y a un truc aussi, c'est que c'est facile. Enfin, j'ai discuté avec des agents immobiliers justement récemment à ce sujet sur les passoires thermiques parisiennes, et c'est vrai que le prix n'est pas très impacté. C'est ce qu'ils me disaient aussi, parce que les travaux coûtent quand même moins cher. C'est-à-dire que rien que des les doubles vitrages, ça joue, et les chaudières aussi. Remplacer, mettre une très très bonne chaudière. Au final, ça a quand même un coût, mais c'est pas le même coût que refaire une maison, les façades, etc. Rien que ça, en fait, on peut gagner 2 lettres. On peut avoir du E. Donc déjà, il y a ça aussi, je pense, qui rentre en compte. Et on peut facilement sortir du statut de passoire vraiment F et G. Ouais. Et je pense que les prix à Paris sont tellement extravagants que les investisseurs sont pas à une chaudière près et à des doubles vitrages près quand ils font l'achat d'un appartement. Donc ils se disent voilà, autant acheter. Alors petite question peut-être sur ces travaux justement. Vous alors Arnaud, quand vous justement là mettez des locataires, quand vous trouvez en fait les locataires pour les propriétaires, est-ce que les propriétaires passent déjà à l'acte, font déjà les travaux, est-ce qu'ils envisagent de les faire et est-ce qu'ils les font avec les locataires à l'intérieur ? Alors, il y a tous les cas de figure. Nous, bien évidemment, on invite tous nos propriétaires entre chaque locataire à refaire les travaux minimum. Et en ce moment, avec ces problématiques de rénovation énergétique, oui, bien sûr, c'est beaucoup plus simple d'aller faire des travaux d'ampleur entre 2 locataires par rapport au fait quand un locataire est en place. Certains anticipent, mais peu. C'est quand même vraiment la grosse majorité des rénovations se font entre 2 locataires. Okay, Et ce qui permet aussi derrière, d'ailleurs, de pouvoir relouer plus cher, etc. Donc, de rentrer plus vite dans ses frais. Et alors, on a beaucoup parlé de Paris. On a dit qu'on ferait un focus sur les autres villes. Loïs, un petit focus peut-être sur les autres grandes villes. Alors, je sais pas, dans votre étude, Lyon, Strasbourg, d'autres grandes villes, Marseille peut-être. À Marseille, qu'en est-il des passoires thermiques ? Il y en a... Alors, je reprends mes notes. C'est parce qu'on a quelques chiffres qui sont assez intéressants. Pour revenir sur les appartements, comme je le disais, on a globalement un peloton qui est autour de entre 3 et 7% de décote, et on a 2 outliers qui sont en dehors du lot. C'est Paris à 0% et Strasbourg, où là on voit d'énormes décotes de l'ordre de 10% sur les appartements, ce que l'on ne voit dans aucune autre ville. D'accord. Et ça, comment vous l'expliquez ? Potentiellement avec les chiffres, avec la data. Potentiellement avec... alors, c'est ce qu'on voit dans la data. Maintenant, l'explication, c'est toujours plutôt une analyse de marché et un peu plus macro. Potentiellement avec un côté un peu plus vert dans l'est de la France où déjà l'Alsace est parmi les pionniers en matière d'environnement. Potentiellement, le fait de se dire, le DPE, on va le respecter et on l'applique un petit peu plus. Du moins, on fait les travaux de rénovation. Donc ça, c'est potentiellement une explication. Encore une fois, là, ce qu'on voit dans les données. Après, l'explication exacte, c'est toujours un peu plus difficile à affiner. Par contre, sur les maisons, ce qu'on voit, c'est encore plus intéressant. Et je reprends mes chiffres. Là, pour le coup, on a 3 pelotons. On a des villes comme on parlait de Marseille, Nice, Toulon, où là, c'est très limité. On est de l'ordre de 4% de décote. Donc ça reste très faible pour une maison. Ensuite, on a autour de 10% de décote Lyon et Montpellier. D'accord. Donc là, ça commence à être une décote assez substantielle. C'est marrant parce que Lyon, ça ressemble beaucoup à Paris sur certains points. Et au final, il y a quand même une belle décote. Peut-être un peu moins de tension sur l'immobilier, mais en effet, on a une belle décote. Là, on est sur les maisons, on n'est pas sur les appartements. Lyon, sur les appartements, on est de l'ordre de, pareil, 3-4% de 5% de décote sur... C'est pas grand-chose. Là, c'est juste qu'à Paris, en fait, il n'y a pas de maison, donc on n'a pas ce type d'immobilier. Et par contre, les grands perdants à l'heure actuelle, c'est des villes comme Dijon, Reims, Rennes, Angers, où là, on est sur des décotes de l'ordre de 15%. Sur les maisons. Donc là, ça commence vraiment à faire des décotes vraiment. Et c'est des villes qui ont fait fureur pendant les confinements, puisque les Français se sont réfugiés dans ce genre de villes. Donc là, c'est vrai qu'on voit la volatilité des prix. Arnaud, est-ce que vous rejoignez un petit peu ce que dit Loïs ? Est-ce que vous constatez, vous, chez les propriétaires, ça que vous accompagnez aussi ou pas ?
Alors nous, par rapport à la province, et puis là on parlait des maisons, on constate pas ça, mais je pense que c'est vraiment lié aussi aux différences de température. C'est-à-dire qu'à Marseille, c'est plus simple d'avoir une maison, on va moins chauffer qu'à Dijon. Et la localisation rentre dans le calcul du DPE. La localisation rentre bien sûr. Ouais. Non, nous en termes de location, on n'a pas de problème nous à louer. Les locataires sont de plus en plus exigeants sur les lettres DPE. Mais... Et justement, ça, est-ce que vous avez, vous, en tant que gestion locative, obligation de montrer donc, le DPE, de présenter le DPE aux locataires, mais est-ce que eux le demandent avant que vous le présentiez ? Dans quel état d'esprit ils sont ? Le DPE, il est déjà sur l'annonce. D'accord. La lettre, elle donc ça fait déjà partie. Sur l'annonce. Alors, il y a beaucoup de propriétaires qui font ça tout seuls et qui suivent pas la loi, mais à mon avis, ils se mettent vraiment en danger, et de plus en plus en danger, parce que nous, on sait qu'il y a des alertes, des robots maintenant qui tournent sur les sites immobiliers pour aller détecter les annonces qui jouent pas le jeu. Après, dans le bail, bien évidemment, on est obligé de mettre les diagnostics, l'ensemble des diagnostics. Il n'y a pas que le DPE, mais le DPE en premier. Et c'est vrai qu'il y a une prise de conscience aussi du locataire, mais là, qui est vraiment lié au côté tendu ou non tendu. C'est-à-dire que à Paris, comme on le sait, c'est difficile de trouver un logement, donc on va être moins exigeant sur la lettre du DPE, mais c'est sûr que dans d'autres villes de province, nous... La lettre joue en tout cas sur les annonces. On va louer beaucoup plus vite un appartement qui a une bonne note sur son DPE qu'un étiquette G, si on prend des villes comme Bordeaux, Toulouse... Et ça depuis combien de temps ? Depuis que tout le monde a été sensibilisé au DPE, c'est-à-dire depuis 2-3 ans, et ça s'accélère à la vitesse grand V parce que justement on en parle aujourd'hui, donc ça fait partie des émissions de radio. Ouais, c'est vrai qu'on en parle. L'émission touche bientôt à sa fin, peut-être une dernière remarque, Loïc, sur l'étude ou la prochaine étude, un petit mot Alors on a plein d'études dans les tiroirs, mais non, c'est un sujet vraiment d'actualité. Là, on le voit, ça, c'est un sujet qui parle. C'est un sujet. Donc là, on parlait de la façon dont les locataires particuliers ou les propriétaires bailleurs s'emparent ou pas du DPE. Nous, on est très très exposés avec nos clients et nos partenaires plutôt au marché des institutionnels. Donc je pense aux bailleurs sociaux, aux investisseurs institutionnels et surtout des banques. On parlait des banques tout à l'heure. Maintenant, il n'y a plus une seule banque qui ne se pose pas des questions sur qu'est-ce qu'elle a en portefeuille, parce qu'ils ont des encours sur des dizaines de milliers de biens. Est-ce qu'ils ont des passeurs thermiques ou est-ce qu'ils ont des biens classés B ? Donc ça, c'est une première question qui se pose. Et ensuite, à l'octroi, on en parlait tout à l'heure, ils sont en train de durcir un maximum. Ils ne veulent plus prêter sur des passoires thermiques. Ou alors, il faut qu'à la clé, il y ait des projets de rénovation pour faire sortir du statut de passeur thermique. Donc tous les acteurs, que ce soit les particuliers, les institutionnels, les banques, les propriétaires bailleurs, sont de plus en plus vigilants parce que tout le monde... là, on parlait de l'électrochoc sur DPE plus crise énergétique. Maintenant, tout le monde a compris que c'était pas une blague et que ça n'allait qu'empirer et que la valeur, là, les décotes qui sont de l'ordre de 5, 10, 15%, si on se revoit dans un an, potentiellement, ces décotes auront largement évolué et je ne pense pas qu'elles vont diminuer, bien au contraire. Donc ça, c'est des choses qu'on suit de très près parce que tous les professionnels de l'immobilier vont être impactés par les DPE et par l'impact que cela va avoir sur le marché de location ou sur le marché de la transaction. Et puis je rajouterais aussi, il ne faut pas quand même oublier la crise du logement. On parle de la crise énergétique, ce DPE qui est là, et puis la crise du logement que vous constatez peut-être plus que nous, Arnaud, puisque c'est vous qui mettez les annonces. Donc j'imagine, sur les zones tendues... on loue très très vite en ce moment. Vraiment, quand on n'arrive pas à louer, c'est soit le propriétaire qui veut un loyer hors marché, ou à une période de l'année où on ne va pas être capable de louer le bien qu'il a, mais globalement, on loue très, 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 très vite. Forcément, il n'y a plus beaucoup d'accession à la propriété en ce moment, puisque les prêts sont un peu bloqués, etc. Donc, il y a aussi une grosse crise des logements neufs. Voilà, moi, ce que je ne sais pas comment tout ça va évoluer, mais c'est vrai que
pourtant c'était déjà difficile d'anticiper ces rénovations F et G à échéance 1, 3 et 5 ans, mais avec une inflation à 6%, avec la crise énergétique, etc., ça devient vraiment compliqué. Donc forcément, à un moment donné, le gouvernement va devoir regarder les choses en face et on ne va pas pouvoir se permettre de laisser des locataires à la rue parce qu'on ne peut pas enlever 20% du parc locatif aujourd'hui. Il n'y a pas 20% de... Voilà, donc soit un vrai élan, des vraies aides fiscales, et moi je me bats pour ça, pour aider les propriétaires à aller faire leurs travaux, doubler par exemple le déficit foncier. Voilà, il y a des tas de possibilités autres que la prime rénov pour aller inciter les propriétaires à faire les travaux. Et c'est plutôt ça qu'il faut envisager plutôt que de décaler des échéances où je suis pas certain qu'ils vont pouvoir les décaler. Donc voilà, donc il faut trouver des moyens financiers pour aider tous ces propriétaires et je pense que les artisans ont des beaux jours devant eux. Alors oui et non, parce qu'à ça s'ajoute la crise des matériaux. Et il faut en parler aussi, parce que les travaux c'est bien beau, mais encore faut-il avoir des matériaux pour faire les travaux. Et Covid plus guerre en Ukraine, c'est vrai que les matériaux, il y en a plus. En tout cas, il y en a peu et puis ils sont très chers. Donc enfin un sombre tableau, mais voilà. En tout cas, c'était une très belle émission. Merci messieurs d'être venus en parler sur le plateau, un sujet important, intéressant pour nos auditeurs. Et puis j'espère vous recevoir à nouveau très rapidement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.